Bonsoir à tous. Dans l'imagerie populaire, l'abeille nous rappelle des souvenirs d'enfance, le bon miel, la gentille Maya l'abeille, les champs de fleurs et une nature en pleine santé. C'est dire si les images que vous allez voir ce soir sont effrayantes, préoccupantes, car elles illustrent la lente agonie des abeilles, un maillon essentiel de la biodiversité. Et c'est là où l'affaire est grave pour nous tous, êtres humains dépendants de la nature pour nous nourrir, car la mort mystérieuse des abeilles, les biologistes le disent depuis des années, c'est un signal d'alarme. Les dernières recherches mettent en cause l'usage d'un redoutable pesticide qui non seulement provoque la mort des abeilles, mais vient se fixer dans la chaîne alimentaire, dans ce que nous mangeons. Au point que les instances européennes en ont décidé l'interdiction provisoire, un vrai coup de tonnerre pour les géants de l'industrie du pesticide, comme le Suisse Syngenta. Car disons-le d'emblée, les effets de ce pesticide sur la santé humaine sont encore méconnus et contestés. Mais l'enquête longue et difficile menée par Jean-Bernard Menou et Pietro Boschetti montre qu'en tout cas, l'inquiétude est de mise chez les experts, malgré les efforts de lobbyisme menés par l'industrie pour bloquer la suspension de ces pesticides. Regardez. Depuis une quinzaine d'années, les abeilles meurent en masse sans que l'on sache vraiment pourquoi. Regardez, ça c'est ma tristesse. Depuis plus d'un siècle, nous avons des ruches. Mon grand-père paternel, mes parents et moi-même. Maintenant, désolé, j'ai qu'une fille et quand moi j'arrête, ça va pas tarder puisque vous voyez derrière moi le nombre de ruches que je rentre chaque année mortes depuis des années, eh bien, le jour où j'arrête, c'est fini. Pour moi, mon plus beau métier, ma vie s'arrête. Dans pesticide, il y a cide, c'est-à-dire je tue. Herbicide, je tue l'herbe. Insecticide, je tue les insectes. Fongicide, je tue les champignons, etc. Infanticide, je tue les enfants. Bon, il faut tourner cette page et il faut aller vers des stratégies qui sont des stratégies d'alliance avec la nature. Je vous rappelle que les fruits, les légumes, l'eau que vous pouvez boire, le vin éventuellement, contiennent ces pesticides, puisqu'ils représentent un quart du marché mondial. Donc je vous mets au défi de faire un repas sans consommer un nicotinoïde. Dans ce reportage, nous allons remonter le fil de l'enquête scientifique sur la mort mystérieuse des abeilles. Car le sort de ces butineuses est peut-être le signe avant-coureur d'un phénomène bien plus grave. Moi, je suis née il y a une cinquantaine d'années. J'avais encore une planète relativement propre. Si j'ai envie que mes enfants puissent avoir une vie qui soit digne d'intérêt, dans un environnement plus ou moins sain, et puis que j'aurai peut-être bientôt des petits-enfants, je veux dire, ça va vite une génération. On n'est rien du tout là-dedans. Anne Trébou est une apicultrice passionnée de la côte vaudoise qui se pose pas mal de questions. Entre autres sur un pesticide de la dernière génération appelé néonicotinoïdes. On vous fait croire qu'on ne peut plus vivre sans des produits auxiliaires pour améliorer, pour que ça soit propre, pour ci, pour ça. Puis on détruit tout. Les produits anti-mouches, on achète des pchutes pour mettre sur nos chiens et nos chats, c'est la même chose. Hein. C'est bêtement un néonicotinoïde, il y en a partout. Tous les gens qui traitent leur jardin avec des produits où il y a des magnifiques abeilles dessus, il ne faut pas se leurrer, c'est tout des toxiques et puis c'est tous des mélanges qui sont des bombes à retardement à mon avis. Le thème pesticide devient un thème de discussion. Oh oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. Alors au début c'était comme si on avait lancé un pavé dans la mare, tout le monde disait y allait de son argument, ça partait dans tous les sens, et puis on avait de la peine à trouver des informations fiables. L'actif de structure apicole abandonné, est-ce que c'est normal? Non! Tout est parti des apiculteurs. En France, depuis une quinzaine d'années, ils sont en lutte ouverte contre les néonicotinoïdes. Ils estiment que cet insecticide menace leur profession. Henri Clément est le leader charismatique de ce mouvement. Non aux insecticides néonicotinoïdes, non à l'agrochimie qui continue à tuer nos abeilles. Là, on est en train de mourir. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en France, vous aviez une apiculture
de montagne ou de zones préservées qui faisaient du miel et qui continuent à faire du miel en petite quantité, des miels rares, etc. Et puis l'agriculture de zones de grande culture, c'est-à-dire colza, tournesol, qui produisait beaucoup de miel. Et on était leader de l'Europe des 12 en matière de production de miel. Depuis une vingtaine d'années, la production de miel s'est effondrée de moitié et les colonies d'abeilles disparaissent à un rythme annuel de 30%. On a cherché toutes les hypothèses. Et au bout d'un moment, on s'est dit, le seul changement qu'il y a, c'est au niveau des néonicotinoïdes. Et d'ailleurs, depuis cette période-là, dans les zones de grande culture, l'apiculture est moribonde. Aujourd'hui, on ne pense même pas installer un jeune dans les zones où il y a tournesol, colza, maïs, c'est pas la peine. Car c'est sur ce type de culture que les insecticides néonicotinoïdes sont le plus utilisés. Des produits efficaces, faciles d'usage pour les agriculteurs et qui fonctionnent ainsi. La semence de la plante est enrobée de néonicotinoïdes. Le produit se répand à l'intérieur de la plante au fur et à mesure de sa croissance. Et du coup, la plante elle-même devient un insecticide pour toute la durée de sa vie. Aujourd'hui, un insecticide sur 3 vendu dans le monde est un néonicotinoïde. Bayer, BASF et le Suisse Syngenta en sont les principaux producteurs. André Goy est directeur chez Syngenta, le numéro 1 mondial de l'agrochimie. Pour lui, il n'y a pas de doute. Une agriculture sans pesticides, ça voudrait tout simplement dire que la production au plan mondial serait réduite, les experts diffèrent, entre 40 et 50%. Mais définitivement, une agriculture qui n'utiliserait pas d'intrants ou de produits de protection serait une agriculture moins productive, qui ne permettrait pas de nourrir la population de 7 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui sur la planète. C'est le point de vue ardemment défendu par l'industrie de l'agrochimie et richement illustré dans ce film de Syngenta. Les pesticides, c'est une histoire qui a 70 ans. Elle débute en Suisse lorsqu'un chimiste de Ciba invente le DDT en 1939. C'est le premier pesticide industriel vendu dans le monde entier. Intensément utilisé dans l'agriculture pour en augmenter la productivité, le DDT avait malheureusement quelques effets secondaires. Il tuait certes les insectes nuisibles, mais aussi leurs prédateurs, les oiseaux. Bref, le DDT contamine l'environnement et dès les années 1970, il sera progressivement interdit dans la plupart des pays occidentaux. D'autres produits le remplaceront, dont les néonicotinoïdes. Les pesticides, c'est comme pour les médicaments. Avant de les mettre sur le marché, les firmes doivent prouver qu'ils sont sans danger pour la santé humaine et pour les insectes utiles, comme par exemple les abeilles. Lorsque des produits sont autorisés, encore une fois, ils ne le sont pas par nous, mais par des instances qui sont qualifiées, et au moins autant qualifiées que certains de nos opposants, si vous me permettez de le dire, les études sont réalisées. Énormément d'études. D'études d'impact sur les insectes cibles, bien sûr, ceux qui sont supposés être impactés par ces produits-là, mais également les insectes bénéficiaires. Mais ce sont les firmes elles-mêmes qui produisent ces études. Peut-on leur faire confiance? Au journal Le Monde, Stéphane Foucard enquête depuis longtemps sur la question. Et il accuse. Les protocoles de tests réglementaires qui sont mis en œuvre pour accepter ou refuser la mise sur le marché d'un produit, donc en particulier ces néonicotinoïdes, ces protocoles sont conçus essentiellement par des gens de l'industrie, par des experts qui sont payés par les grandes firmes agrochimiques, Syngenta, Bayer, BASF, etc. C'est-à-dire que si vous regardez la composition des groupes de travail qui produisent ces tests réglementaires, qui vont définir des seuils, eh bien, ils sont essentiellement composés d'experts, de scientifiques de l'industrie. La dangerosité des insecticides pour les abeilles est testée selon des procédures définies par un curieux aéropage international dénommé ICPBR selon son sigle anglais.
Lors de sa réunion d'octobre 2008 à Bucarest, 2 groupes d'experts ont précisé ces standards. Sur les 8 membres du premier groupe, 5 venaient directement des multinationales de l'agrochimie. Même constat pour le deuxième groupe, 5 experts sur 9 étaient liés à l'agrochimie. Ils étaient donc majoritaires dans les 2 cas. Cerise sur le gâteau, ce symposium était sponsorisé par les géants du secteur. Ces tests sont incapables effectivement de tester la toxicité de ces produits. Il y a eu un rapport qui a été fait, qui a été rendu public en mai 2012 par l'autorité de sécurité alimentaire européenne, qui a passé en revue ces tests et qui a dit de manière extrêmement claire que ces tests n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire qu'ils ne voient rien. Et s'ils ne voient rien, ce n'est pas très étonnant dans la mesure où ils ont été fabriqués, en quelque sorte, par ceux-là même dont les produits allaient être évalués par ces tests réglementaires. Et c'est ainsi que depuis leur mise sur le marché dans les années 1990, les néonicotinoïdes sont évalués par des tests inadaptés. Et ça, c'est le cadre à mâle, c'est le piégeage. Ah, bah la reine est là. Regardez. C'est joli. Là, il y a du miel, hein, c'est la réserve de nourriture, c'est l'énergie. Avec le pollen, elles font le pain d'abeille. Le pollen, c'est vraiment la nourriture des larves. En Suisse, près d'une colonie d'abeilles sur 4 disparaît chaque année. C'est 2 fois plus que la normale. Anne a, elle, perdu la moitié de ses ruches. Je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé au mois de novembre. J'avais des colonies magnifiques. Elles avaient de la nourriture. Il y avait une jeune reine. Et j'ouvre mes ruches au mois de novembre parce que ça m'inquiétait, parce que je voyais qu'il ne se passait rien. Et qu'est-ce que je retrouve? Des cadres vides. J'ai de la nourriture. Et encore de la nourriture, un peu de pollen, mais plus une abeille. Et je peux vous dire que c'est super déprimant. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas pour des causes naturelles ou... Alors bien sûr on m'a dit varroa, mais à mon avis c'est impossible que ça soit varroa. Mes colonies elles étaient magnifiques jusqu'au mois d'octobre. Le varroa, c'est cette espèce de puce sombre qui s'attaque aux larves et aux abeilles adultes. Cet acarien parasite affaiblit les ruches. La mort des abeilles, cause naturelle ou pesticide? Nous sommes allés voir les spécialistes de la Confédération à la station de recherche agronomique de Liebefeld, dans le canton de Berne. Je vous propose d'aller voir un autre laboratoire dans lequel une étudiante marque des abeilles qu'on va réintroduire dans la colonie et ainsi déterminer la durée de vie de ces abeilles. Liebefeld est spécialisé dans le varroa, peut-être un peu trop si l'on en croit certains apiculteurs. Selon les experts fédéraux, on n'a jamais pu établir un lien entre la surmortalité des butineuses et les néonicotinoïdes. Si je vois la situation du terrain et que je me dis j'aimerais améliorer la santé de l'abeille, il me semble que le levier est beaucoup plus grand si on arrive à résoudre le problème du varroa plutôt que interdire par exemple un pesticide. D'autant plus que si on interdit un pesticide, il sera probablement remplacé par quelque chose d'autre et c'est clair, c'est toujours une pesée d'intérêt. Si on interdit un pesticide, quelles seront les conséquences d'un produit alternatif en fait? La disparition des abeilles serait donc due au varroa et à d'autres facteurs naturels, dont la diminution de leurs ressources alimentaires. Un point de vue qui ressemble beaucoup à celui de Syngenta. La multinationale a même lancé un vaste programme pour améliorer la nutrition des abeilles. Alors, nous sommes ici sur une parcelle de l'opération pollinisateur, qui est une opération que Syngenta mène depuis plus de 10 ans maintenant et qui vise à restaurer des bandes mellifères qui servent à la nourriture des pollinisateurs sauvages et des abeilles domestiques. Cette opération est déployée dans 13 pays d'Europe sur actuellement 2500 hectares. Et notre objectif dans le plan de développement durable de Syngenta, c'est de passer cette surface à 2 millions d'hectares. Une chose est sûre, les pesticides menacent la biodiversité. La biodiversité, c'est la vie sous tous ses aspects.
les fleurs, les milliers d'espèces d'insectes de toutes les formes et de toutes les couleurs, et jusqu'aux organismes microscopiques qu'on ne voit même pas. La biodiversité contribue à la fertilité des terres, à l'épuration des eaux, à la stabilisation des sols. Explication sur le terrain dans le canton de Neuchâtel avec le biologiste Yves Gonzette. C'est un site particulièrement intéressant parce qu'en fait il allie deux choses. Il allie une agriculture extensive qui se traduit par exemple par cette prairie de fauche qui est très riche en fleurs, donc très riche aussi pour les insectes, notamment les insectes pollinisateurs. Une jachère florale qui est un milieu totalement différent de cette prairie, mais riche aussi avec d'autres espèces. Et plus bas, dans la plaine, on voit des zones de culture très intensives dans lesquelles on utilise essentiellement des engrais et des pesticides et qui va se traduire par une baisse drastique de la biodiversité. Dans certains champs, on n'a plus qu'une ou deux espèces présentes. Yves Gonzette est une sorte de comptable de la faune et de la flore. Il observe avec ses collègues l'état de la biodiversité. Et une chose l'inquiète, les néonicotinoïdes. Ces produits, même en infime trace dans le sol ou dans l'eau, ont une influence systémique, notamment sur toute la faune invertébrée. Qu'est-ce que ça veut dire, une influence systémique? Ça veut dire que le produit a une action sur un spectre très large d'espèces. Au départ, il est développé pour lutter contre un ou quelques nuisibles, des cultures par exemple. Mais les effets qu'il peut avoir sont généraux, c'est-à-dire que n'importe quel insecte qui est en contact ou qui ingère ces pesticides va subir leurs effets. Il faut agir maintenant et dans les 10 ans qui viennent. Sinon, il y a un risque global, c'est que la pyramide s'effondre, si vous voulez. La base de la pyramide, c'est toute cette biodiversité qu'on ne connaît pas. C'est les insectes qu'on ne voit pas, à laquelle on ne fait pas attention. C'est les insectes, c'est la faune du sol, c'est tout ça. Et toute cette biodiversité est en train d'être sous pression. Et à partir d'un certain stade, il y a un risque, c'est que la pyramide s'écroule. Les spécialistes comme Yves Gonzette avertissent, pour simplement préserver l'état actuel de la biodiversité en Suisse, il faudra consentir à de gros efforts. Une préoccupation partagée par Edouard Mitchell, professeur à l'université de Neuchâtel. Cet homme traque la biodiversité jusque dans les recoins les plus inattendus. Mais une des choses qui m'intéresse particulièrement, c'est la diversité des organismes microscopiques qui vivent dans les sols des forêts, les sols des tourbières, différents types de milieux. Un petit cilier. On voit les cils qui battent. C'est un rotifère, c'est un petit groupe d'invertébrés très commun dans les sols, dans les eaux douces, dans les tourbières, dans les mousses. C'est des organismes qui se nourrissent essentiellement de bactéries, de particules en suspension qu'ils filtrent. Est-ce que les néonicotinoïdes représentent un problème particulier? Alors je dirais que oui, à plusieurs égards. Le premier, c'est que c'est des produits qui sont d'une toxicité extrême. Ils sont extrêmement toxiques, ils sont plusieurs milliers de fois plus toxiques que le DDT ou le store de grandeur là. Donc ils ont un impact à des concentrations infinitésimales. Des concentrations tellement faibles qu'il est presque impossible de les mesurer dans l'environnement. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un impact sur la biodiversité d'un produit qu'on n'arrive presque pas à détecter. Donc ça, c'est vraiment une grande source de soucis. On a un groupe d'organismes qui sont en fait des invertébrés. Donc ça veut dire qu'ils sont des multicellulaires, ils ont plusieurs cellules, ils ont des organes, ils ont aussi un système nerveux, même s'il est primitif, c'est un système nerveux quand même. Donc en fait, des pesticides comme les néonicotinoïdes vont potentiellement impacter ces organismes-là. Mais à ce jour, aucune étude n'a jamais été faite pour connaître l'impact de ces pesticides sur ces organismes-là. Ça veut dire qu'il faut procéder avec prudence. Je pense qu'effectivement, ce serait souhaitable, mais c'est pour l'instant pas tellement ce qu'on voit. La biodiversité est donc agressée par toutes sortes d'agents chimiques, dont les néonicotinoïdes. Et il y a plus inquiétant. À long terme, l'enjeu, c'est la santé humaine.
C'est des molécules très efficaces pour tuer les parasites, pour tuer les insectes. C'est des molécules qui interagissent avec la biologie de ces organismes. Et nous avons la même biologie. Et la distinction n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des effets des pesticides sur la santé humaine? Ce qu'on peut dire, c'est que les effets à court terme sont très bien connus, disons bien connus. Quand je dis court terme, c'est de l'ordre de quelques mois et à haute dose. Et là, on connaît la toxicité, on connaît les allergies, les effets sur la peau, enfin ces choses-là. Parce que c'est l'ancienne toxicologie qui s'est intéressée à ça. Ce qu'on connaît beaucoup moins bien, j'ai envie de dire, c'est la réalité des choses, c'est-à-dire les effets à long terme, avec des doses faibles et avec un environnement où il y a plusieurs types de molécules qui interagissent entre elles. Donc, dans la réalité des choses, cette toxicologie moderne, là, on connaît beaucoup moins bien les effets. Donc là, il y a en somme tout un domaine à investiguer. Alors, on commence à savoir des choses, et des choses qui sont d'ailleurs plutôt inquiétantes, et même qui commencent à être bien établies. Quand je dis on commence, les scientifiques se sont penchés là-dessus, de grandes équipes de manière internationale. On voit que d'une manière générale, les pesticides sont cancérigènes, donc augmentent le risque d'avoir certains types de cancers. Augmente aussi le risque d'avoir certains types de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, interagissent aussi avec le développement de l'embryon. On voit un avancement de la puberté chez les jeunes filles qui est peut-être lié à ça. On voit aussi, sans qu'on ait d'explication, une diminution de la fertilité des hommes, du nombre de spermatozoïdes, de façon très troublante. On s'est intéressé à ça dans les endroits où il y avait davantage de pesticides. Donc il y a toute une gamme d'effets, plus ou moins bien documentés, mais qui ensemble montrent des effets sur la santé humaine. Les abeilles fascinent. Le succès phénoménal du film de Marco Simov en témoigne abondamment. On assiste à la naissance d'une reine. Et pour la première fois, à la mortelle randonnée des bourdons pour la féconder. Le film nous montre aussi comment les abeilles sont utilisées en Californie pour polliniser des amandiers et se faire asperger de fongicides censés protéger les arbres. Le sort des abeilles sonne comme un avertissement. Et certains l'ont bien compris. Comme ici, dans le sud de la France, où des apiculteurs confrontés au déclin de leur colonie se retrouvent. Plusieurs viennent de régions de montagne qu'on pensait à l'abri des pesticides. C'est pour ça que je te dis, dans 2 ans, on est plié, il n'y a plus d'abeilles. J'ai 69 ans aujourd'hui, donc j'ai vécu avec mes abeilles depuis 69 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je me trouve vraiment un problème. Je ne sais pas ce qui m'arrive, parce que j'ai perdu quasiment toutes mes colonies. Je repars chaque année, et chaque année, j'ai un problème. Est-ce qu'un jour, on va avoir assez d'abeilles pour refaire des abeilles? Et je pense qu'à la vitesse de disparition de l'abeille, on ne pourra pas. On s'est retrouvé dans des vallées où il y avait certes plus d'abeilles, mais il y avait aussi certes plus d'insectes pollinisateurs. Sur des arbres en pleine floraison, des choses comme ça. Donc on est très très inquiet par rapport aussi à la situation environnementale. Jamais on n'avait connu ça. Parce que moi, à l'époque, on faisait du miel, mes grands-parents, mes parents, tous les apiculteurs faisaient du miel en pagaille, à volonté, quoi, tout. C'était un plaisir parce qu'on mettait que des os et on récoltait. Voilà. Depuis les années 90, les apiculteurs soupçonnaient que de faibles doses d'insecticides appliquées sur les semences de culture utilisées par les agriculteurs, ils soupçonnaient que ces faibles doses entraînent une désorientation des butineuses et donc une dépopulation de leurs ruches avec des répercussions économiques pour eux. Et oui, j'ai retrouvé certaines données, notamment les données météo qui nous intéressaient. L'équipe d'Axel Descourtives va vérifier l'hypothèse de la désorientation des abeilles pour cause d'insecticides.
elle met au point une expérience qui fera date. Première étape, la capture des abeilles. Puis le collage d'une puce électronique sur le dos des insectes qui serviront à l'expérimentation. Les chercheurs tentent de déterminer si les abeilles exposées aux néonicotinoïdes sauront retrouver leur ruche. Donc on voit ici une image générale du dispositif qui est composé d'une série de lecteurs électroniques positionnés à l'entrée de la ruche. Vous voyez que les abeilles passent par des petits canaux ici, voilà. Et on va voir ici une abeille qui a été marquée avec sa puce collée sur le dos, qui va passer par l'entrée. Celles qui sont équipées d'une puce électronique vont être détectées par les lecteurs électroniques. Donc tout est stocké sur ce petit ordinateur de terrain et on va voir apparaître toutes les informations sur l'identité des individus qui sont passés. C'est ainsi que l'équipe d'Avignon a pu établir que les abeilles perdent le sens de l'orientation. C'est une découverte capitale. Notre étude a montré qu'une faible dose d'un insecticide néonicotinoïde pouvait affecter le vol de retour à la ruche et donc entraîner une dépopulation de la ruche. L'agrochimie, elle, rejette en bloc ces résultats. En particulier Syngenta, d'autant plus fâché que c'est son produit, le thiaméthoxam, qui est en cause dans l'expérience d'Avignon. L'étude en elle-même n'était pas significative. Elle a exposé le thiaméthoxam et d'autres produits à des doses 30 fois supérieures à la dose normale. Cela a été reconnu par les scientifiques de l'agence européenne qu'on appelle l'EFSA. Je crois maintenant que l'ensemble de la population scientifique est d'accord pour dire que sur ces études-là, elles n'étaient pas représentatives des conditions pratiques auxquelles les abeilles sont exposées. Aujourd'hui, M. Gouac, vous affirmez que les néonicotinoïdes utilisés correctement ne représentent strictement aucun danger pour la santé des abeilles et des autres pollinisateurs. Absolument, toutes les études le démontrent. Lorsque le produit est bien utilisé, lorsque durant la période de semis, l'ensemble des déflecteurs sont mis en place de façon à éviter un phénomène de poussière, si le produit est bien appliqué sur la semence sans poussière, il a été démontré que le produit et les avantages procurés par le produit dépassaient très largement les éventuels inconvénients. En réalité, de nombreux scientifiques mettent bel et bien en cause les affirmations de l'agrochimie à propos de l'innocuité de leurs produits. Comme dans cette conférence organisée par la Société d'apiculture de la Côte Vaudoise et qui a réuni plusieurs spécialistes. Parmi eux, le chimiste français Jean-Marc Bonmatin, qui étudie les néonicotinoïdes depuis leur apparition. Moi, je suis un spécialiste des neurotoxiques et des toxiques en général, toutes ces molécules qui tuent. Et donc, j'ai l'habitude de voir des venins de scorpions, des antibiotiques et toutes ces molécules qui peuvent être utiles pour nous, les hommes. Mais la première fois que j'ai vu les nicotinoïdes, j'ai été un petit peu interpellé parce que j'ai trouvé qu'il était audacieux de fixer un chlore sur une molécule qui ressemble à la nicotine et qui a donc une structure qui amènera forcément ces molécules à agir au sein même du système nerveux central. Ce qui signifie que ces substances perturbent le cerveau. Elles sont très nocives, 5000 à 10 000 fois plus toxiques pour les abeilles que le DDT. Mais pour Jean-Marc Bonmatin, l'intoxication chronique, c'est-à-dire celle qui tue l'abeille à petit feu, est en fait le danger le plus redoutable et le plus sous-estimé. Dans la vie réelle, en plein champ, ce qui se passe, ce sont des intoxications chroniques, c'est-à-dire ce sont des doses répétées qui sont prises comme nous prenons notre alimentation avec régularité. Une dose qui n'aurait pas d'effet en toxicité aiguë peut avoir des effets en toxicité chronique, et ceci par un facteur qui peut aller jusqu'à 1010 000. Autrement dit, une dose réputée inoffensive pour les abeilles peut se révéler néfaste, voire mortelle au bout d'un certain temps, si elle est régulièrement ingurgitée. Toutes les espèces d'insectes qui s'intéressent au pollen et au nectar vont être effectivement impactées par ces insecticides. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal, des insecticides, des insectes, on pouvait s'en douter.
Donc on est passé des abeilles aux pollinisateurs en général, puis les insectes en général. Maintenant on a les prédateurs de ces insectes qui sont impactés, et il va y avoir aussi probablement les prédateurs des prédateurs, c'est-à-dire les grands oiseaux qui mangent les petits, si vous voulez, en termes clairs. Donc il est urgent de mener une réflexion là-dessus. C'est ce qu'on appelle un effet en cascade. La molécule tueuse se transmet d'une espèce à l'autre. Elle passe des légumes, céréales et autres fruits traités aux néonicotinoïdes dans la chaîne alimentaire jusqu'à son sommet, c'est-à-dire l'être humain. Bon appétit. Chez les abeilles, l'exposition chronique, c'est une dizaine de jours, une vingtaine de jours par rapport à la vie d'une butineuse. Chez l'homme, l'exposition chronique, ça se compte en années. Or, depuis qu'ils sont mis sur le marché, ces pesticides n'ont pas fait l'objet de tests, parce que matériellement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire des tests sur une vingtaine d'années. La seule chose qu'on peut faire, c'est des surveillances. Et ces surveillances, à mon sens, n'ont pas été faites jusqu'à présent. Les interrogations se multiplient, les inquiétudes aussi, et elles vont au-delà du sort des abeilles. En mai 2013, coup de théâtre à Bruxelles. La Commission européenne décide de suspendre pendant 2 ans certains usages de 3 insecticides néonicotinoïdes. C'est un tournant. Pour la première fois, une instance internationale cite ces insecticides comme une cause du déclin des abeilles. Ces pesticides ont un impact négatif sur les colonies d'abeilles. C'est la raison pour laquelle nous restreignons l'usage de 3 néonicotinoïdes sur les plantes susceptibles d'attirer les abeilles. Cette décision frappe un insecticide de Syngenta et 2 insecticides du groupe allemand Bayer. Mais elle n'a pas été facile à prendre, car pendant les mois qui l'ont précédée, les firmes de l'agrochimie se sont livrées à un intense lobbyisme pour l'empêcher. Et attention, elles en ont les moyens. Syngenta, 14 milliards de francs de chiffre d'affaires. Témoin privilégié de ces manœuvres, Eric Poudelet, de la division Santé et Consommateurs de l'Union européenne. Les pesticides n'ont pas une bonne presse dans le grand public. Donc là, c'était un lobby sur les commissaires, sur la commission, Ça s'exerçait comment, sous quelle forme en somme? Par des lettres, par des courriers, en disant si vous nous interdisez ceci, voilà les conséquences économiques, le chômage, on délocalise, etc. Bon, ils avaient, je pense, aussi très peur d'une contagion au niveau mondial, parce que ce sont des pesticides qui sont très utilisés au niveau international, pas simplement en Europe, très utilisés dans le monde, et ils ont peur que la mesure communautaire soit reprise par beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi vous avez interdit qu'à partir du 1er décembre là... Parce que les stocks de graines, notamment de colza, qui vont être plantés en septembre, octobre, selon les États membres, sont déjà traités avec ces néonicotinoïdes. Et si on les avait interdits d'être utilisés, il n'y aurait pas eu assez de semences pour pouvoir être plantées donc, à l'automne 2013, et c'est la raison pour laquelle ça s'applique qu'au mois de décembre. On a interdit ce que la science nous a permis d'interdire. On n'interdit pas pour interdire tous les pesticides, alors, parce qu'il y a des groupes de pression qui voudraient qu'on interdise tous les pesticides, avoir un monde agricole sans pesticides. Bon, pour le moment, ça n'est relativement pas possible. Par contre, il faut supprimer les pesticides qui ont un effet néfaste sur l'homme, sur les animaux, sur l'environnement, sur l'eau, etc. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on sait, vous ne pensez pas qu'il aurait été possible de prendre cette décision plus tôt? Bien, les pressions étaient trop fortes, ou que sais-je? On était sûr d'être attaqué à la Cour de justice par les firmes. Donc, on ne voulait pas, et ces firmes-là ont des armées d'avocats, bien meilleures que les nôtres. Et on ne voulait pas s'engager dans une procédure où on avait de forts risques de perdre. Alors, on risquait de perdre à la fois notre crédibilité et évidemment de devoir payer des compensations financières très lourdes. Pour comprendre la suite des événements, il faut revenir 5 mois avant la décision de suspension. L'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, publie alors son avis scientifique sur les néonicotinoïdes. C'est un moment clé parce que cet avis va fonder la décision de la Commission.
L'affaire nous est contée par Martin Pigeon, fin observateur du lobbyisme des multinationales. Vous avez trouvé les documents que je vous ai demandés? Tout à fait. Bon, ça c'est les premiers en tout cas. Donc c'est les échanges de mails entre Syngenta et l'Agence européenne de sécurité des aliments. Syngenta entre alors dans la bataille. Un peu censuré, mais pas complètement. Le fond de l'affaire, c'est la formulation du communiqué de presse qui, pour la première fois, explique très clairement les risques associés aux néonicotinoïdes pour les abeilles. Vous avez ces 3 mots-là dans la même phrase. Donc c'est alerte rouge pour une entreprise comme ça. Parce que ça, c'est un de ses produits phares, sur son marché phare, dont on explique clairement qu'il constitue une menace pour la santé des pollinisateurs en Europe et sur les abeilles en particulier. Syngenta a eu connaissance de ce communiqué un jour avant sa publication. Elle attaque sur le champ. Syngenta écrit immédiatement, en fait, à la directrice des communications, des relations presse de l'EFSA, en la menaçant, en lui expliquant simplement que l'agence doit absolument modifier la formulation de son communiqué de presse pour mieux refléter les conclusions de l'opinion. Sinon, on verra ce qu'on peut faire en termes de poursuites juridiques, etc. Donc c'est un ultimatum très clair, avec menace à la clé. Voici la lettre en question, et elle donne le ton. Nous vous demandons de confirmer que vous allez rectifier la formulation de votre communiqué de presse, et ceci avant 11 h du matin. Si tel n'est pas le cas, nous considérerons nos possibilités d'action judiciaire. Le communiqué n'est pas modifié. Syngenta remet donc la pression. Elle va attaquer la directrice de l'agence elle-même en la menaçant de poursuites légales personnelles, en la sommant de s'expliquer sur les raisons de sa décision. Et ce n'est pas anodin. Dans ce genre d'affaires, une action en justice peut vite se terminer par une demande d'indemnisation se chiffrant en millions de francs. Du côté de Syngenta, on ne voit là qu'une défense légitime de ses intérêts. Alors attendez, nous sommes informés quelques jours avant la publication d'une étude qui ne prend pas en compte l'ensemble des études disponibles, scientifiques disponibles, et nous demandons effectivement, car c'est quelque chose qui est un domaine sérieux, de prendre en compte l'ensemble des études et non pas un certain nombre qui vont dans le sens de la décision politique qu'il convenait de prendre. Et donc nous mentionnons que si ces études ne sont pas prises en compte, il est normal que la société défende ses intérêts et davantage défende l'intérêt des agriculteurs qui utilisent ces produits. Car c'est dans la place des agriculteurs qu'il faut se mettre. Résultat des courses, la décision de suspension sera finalement bel et bien prise, mais elle est partielle et tardive. Et comme il fallait s'y attendre, Syngenta et Bayer ont attaqué cette décision devant la justice européenne. Et en Suisse, selon un rapport officiel, il n'y a jamais eu un seul cas de mort d'abeilles lié aux néonicotinoïdes. Et pourtant, surprise, dans les heures qui suivent la décision européenne, Berne suspend à son tour les 3 néonicotinoïdes. On apprend tous les jours quelque chose de nouveau dans tous les domaines qui existent et nous sommes tenus, par rapport à ces éléments nouveaux, de procéder à des réévaluations des autorisations et de tirer les conclusions, chose que nous avons faite dans le cas de ces 3 insecticides. Est-ce que ça se fait suffisamment rapidement? Parce que les premières études qui remettaient en question, c'est quand même 2003. Hein. Mais moi, je répondrai qu'en Suisse, une nouvelle fois, nous n'avons jamais pu observer de problème directement lié entre l'utilisation correcte d'un de ces insecticides et une intoxication. Il y a des intoxications qui sont liées à des utilisations incorrectes, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur ne suit pas les prescriptions d'utilisation. Finalement, le lobbyisme de l'agrobusiness a permis de retarder cette décision de suspension de plusieurs années. Un lobbyisme qui vient de loin, comme l'explique un livre-enquête du journaliste Stéphane Foucard. Ce lobbyisme a été inventé il y a plusieurs décennies par l'industrie américaine du tabac, alors toute puissante. Dans les années 1950, les études prouvant l'effet cancérigène de la cigarette commencent à sortir. C'est la panique. Les grandes compagnies convoquent à New York une réunion de crise et mandatent un crack de la communication d'organiser la riposte. D'accord, oui, c'est la cogestion. Et la première chose qu'il conseille aux cigarettiers américains, c'est d'investir énormément d'argent dans la recherche
pour mettre en évidence toutes les causes alternatives pour expliquer par exemple les cancers du poumon, les problèmes bronchiques, tout ce qui a trait au système respiratoire, de chercher des causes externes. Alors on va, sauf le tabac. la cigarette. Voilà. On va chercher par exemple l'influence de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire. On va chercher des prédispositions génétiques. On va chercher toute une variété de choses. Donc on a essayé comme ça de diluer la perception du risque en faisant de la science. Et pas seulement en faisant de la mauvaise science. Ça, c'est souvent ce qu'on pense de ce genre d'opération. On pense que les chercheurs qui participent à ces campagnes trichent ou font mal leur travail. Non. Ils font très bien leur travail, souvent. Mais ils cherchent dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Quand vous êtes accro à la cigarette, que vous fumez, pour vous arrêter, il faut avoir une certitude quand même. Si vous pouvez vous en sortir en disant oui, mais on n'est pas certain, j'ai entendu un scientifique qui disait que c'était pas sûr, que le lien n'était pas très clair, vous pouvez vous convaincre que vous pouvez continuer vous avez une sorte d'échappatoire. Donc le doute, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ils se rendent bien compte que s'ils n'arrivent pas à créer suffisamment de doute autour de la nocivité de leur produit s'arrête. Grâce à cette stratégie du doute, l'industrie du tabac gagne un répit de 10 ans avant qu'aux États-Unis, la cigarette soit officiellement déclarée dangereuse pour la santé. Dans l'affaire des néonicotinoïdes, on retrouve les mêmes méthodes. Et parfois, ces méthodes deviennent brutales. Voici la mésaventure qu'a vécue il y a une quinzaine d'années le chimiste français Jean-Marc Bonmatin confronté au groupe allemand Bayer. Le conflit concerne le gaucho, un néonicotinoïde de Bayer utilisé dans la culture de maïs et suspecté d'être un tueur d'abeilles. Dans cette polémique qui s'enflamme, Jean-Marc Bonmatin exprime ses doutes sur les méthodes d'analyse de Bayer. La réaction est immédiate. Je me suis rendu compte que Bayer, par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, nous a écrit une lettre où il nous menaçait de nous attaquer en justice, en diffamation. Mais là, il menaçait d'attaquer non seulement le scientifique et son organisme, mais également la personne individuelle que j'étais. Voici la lettre. La menace est claire. La société Bayer réserve son droit de donner à ces faits les suites judiciaires qu'elles peuvent comporter. La diffamation étant un délit. Elle peut demander réparation par l'allocation de dommages et intérêts. Finalement, le gaucho sera interdit en France et l'affaire n'ira pas plus loin. Mais il y aura tout de même des retombées. Eh bien aujourd'hui, on reste encore dans cette ambiance-là, très tendue, où chaque fois qu'on veut publier un résultat, nous sommes obligés de vérifier, de survérifier pour être sûr au moindre mot, à la moindre virgule qu'on ne dépasse pas, parce qu'on sait très bien que toute petite erreur ne nous serait pas pardonnée. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez continuer à faire vos recherches dans ce domaine? Bon, ce n'est pas facile, j'en conviens, mais c'est possible. Ça n'a pas été possible pour certains autres collègues d'autres instituts en France à qui on a demandé d'arrêter ce type de recherche. Nous avons interpellé le groupe Bayer qui nous a répondu par écrit. Les débats autour du produit gaucho de Bayer remontent à plus de 15 ans. Les collaborateurs de l'entreprise qui s'occupaient du dossier ne sont aujourd'hui plus dans la société. Il ne nous est pas possible de commenter les propos de M. Bonmatin sur son ressenti concernant les relations qu'il a eues à cette époque avec Bayer. Autre pesticide, même genre de méthode, l'atrazine aux États-Unis. C'est un herbicide de Syngenta, interdit en Europe et en Suisse, pourtant autorisé outre-Atlantique. En 1997, le groupe mandate un spécialiste des batraciens, le biologiste Tyrone Hayes, pour une recherche sur les effets de ce produit. Tyrone découvre que cette substance agit en quelque sorte comme un castrateur chimique. Et c'est alors que ses ennuis commencent. Eh bien, les réactions à mes conclusions étaient quelque peu surprenantes. Je pensais que si je découvrais un effet néfaste ou quelque chose de nocif, l'entreprise ne serait pas contente, mais serait tout de même heureuse que nous l'ayons découvert afin qu'elle puisse y remédier. Peut-être en modifiant l'agent chimique ou en le soumettant à l'autorité de surveillance ou en changeant son mode d'utilisation et sa réglementation. Mais ce n'est pas du tout la réaction qu'elle a eue. Elle a réagi en me demandant de faire des choses inacceptables sur le plan scientifique, de manipuler les données ou de les présenter de façon à leur donner moins d'importance, en les noyant dans des analyses statistiques par exemple.
Nous avons demandé à Syngenta si elle avait tenté de dissimuler les conclusions de Tyrone Ice. Syngenta est légalement obligée de présenter aux autorités de surveillance tous les résultats des études portant sur ces produits, ce qu'elle a fait aussi dans ce cas-là. Syngenta a tenté de répliquer les résultats du professeur Ice relatifs aux conséquences préjudiciables de l'atrazine. Ces efforts n'ont pas abouti. Tyrone, qui n'apprécie guère l'attitude de Syngenta, quitte l'entreprise et continue ses recherches. Mais les choses se gâtent. Ensuite, on a fait intervenir d'autres scientifiques qui ont mis au point d'autres expériences plutôt maladroites pour essayer de montrer que mes résultats ne pouvaient pas être reproduits. Et en fin de compte, on a commencé à lancer des attaques personnelles contre moi. Syngenta a en effet chargé des experts en communication pour monter une campagne de déstabilisation à l'encontre de Tyrone Ice. Et cela va assez loin, comme le montrent ces notes prises lors d'une séance interne de Syngenta consacrée à l'organisation de cette campagne et rendue publique suite à un procès. On y découvre des consignes plutôt inquiétantes. Discréditer Ice. Exploiter les problèmes et les fautes de Ice. Interrompre systématiquement les prises de parole de Ice. Ice est paranoïaque, schizophrène et narcissique. Ils ont recruté un psychologue pour m'analyser. Et ces notes révèlent comment ils ont mis au point un programme pour savoir tout ce qui allait me contrarier. Ils ont découvert des choses de mon enfance, des choses qui allaient me mettre mal à l'aise et me faire perdre ma confiance avant une communication importante ou avant une déposition. C'était une stratégie parfaitement orchestrée qui s'est étalée sur ces 15 dernières années. Voici la réponse de Syngenta. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu une campagne de diffamation contre le professeur Ice. Syngenta a pris des mesures légitimes en réponse à une campagne soutenue menée par le professeur Ice durant de nombreuses années contre l'entreprise et plusieurs de ses employés. Et c'est ainsi que l'agro-business tente parfois d'intimider les chercheurs. Aujourd'hui, Tyrone Ice poursuit ses travaux à l'université de Berkeley en Californie. 24 juin 2014, un collectif de scientifiques sonne l'alerte. Un groupe de travail sur les pesticides systémiques a été formé. Ce groupe de travail international a maintenant produit un rapport complet sur les usages des insecticides néonicotinoïdes et leurs effets sur la biodiversité et l'écosystème de la planète. Le lobbyisme de l'agrochimie n'a pas pu empêcher la sortie d'une étude explosive relayée par la presse internationale. Présentée simultanément à Bruxelles, Ottawa, Tokyo et Manille, cette recherche donne pour la première fois une vision d'ensemble des effets des néonicotinoïdes à l'échelle de la planète et au-delà du seul cas des abeilles. Le gros problème, c'est le niveau extrêmement élevé de contamination et de concentration des néonicotinoïdes que nous avons trouvés dans le sol. La concentration dans les eaux de surface, la concentration dans les nappes phréatiques, la concentration dans les eaux côtières est trop élevée. Cela a dépassé le niveau susceptible de causer des dégâts sur une large échelle à la faune des invertébrés. Ainsi, on peut déjà observer l'effet en cascade dans la chaîne alimentaire. Membre de ce groupe de travail, le biologiste Dave Goulson précise. Je crois que la principale découverte est que les conséquences de ces néonicotinoïdes sont bien plus larges que ce que l'on pensait. Le débat s'est concentré sur les abeilles jusqu'à maintenant. Moi-même, j'ai étudié l'impact sur les bourdons. En confrontant toutes les informations sur la question, on s'est rendu compte que l'impact est beaucoup plus vaste. Tous les insectes vivant dans les zones agricoles sont concernés. Les papillons, les libellules, les scarabées, les vers, etc. Ils sont tous infectés et leurs prédateurs le sont aussi, comme les oiseaux et les poissons. Si on reste focalisé sur les abeilles, on n'arrive pas à capter cette vision d'ensemble. Alors, question, faut-il interdire totalement les néonicotinoïdes ?
Non, je ne crois pas qu'il faut interdire complètement les néonicotinoïdes ou d'autres types d'insecticides. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de chercher les moyens d'en réduire l'usage. Cela nous apportera toutes sortes d'avantages. Nous aurons un environnement plus sain, une nourriture plus saine. Les insectes nuisibles ne développeront plus de résistance aux pesticides. Tout le monde en profitera, sauf peut-être les gens qui vendent des produits chimiques. Le bilan est inquiétant, la biodiversité est menacée. Prochaine étape, les chercheurs vont étudier les effets sur la santé humaine. Les pesticides, et en particulier les néonicotinoïdes, posent donc de sérieux problèmes. Mais peut-on s'en passer aujourd'hui? Jean-Marie Pelt en est convaincu. Biologiste et botaniste, il affirme qu'une agriculture avec moins de chimie est parfaitement possible. La FAO, qui est l'organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, à 2 reprises, dans des colloques internationaux qu'elle a organisés, a dit on pourra nourrir les 9 milliards d'humains des années 2050 avec une agriculture non chimique, à condition d'utiliser de bonnes pratiques de production. Alors, il y aura sans doute encore quelques molécules nécessaires, mais nous ne serons plus du tout, à mon avis, dans le tout chimique dans lequel nous baignons actuellement. Il y a des riz qui ne sont jamais parasités par des mauvaises herbes. On a découvert que les racines de ces riz émettent dans le milieu des substances qui défendent le riz par rapport aux herbes parasites. Ces substances, on les connaît aujourd'hui. Si on donne ces substances-là, qui sont donc tout à fait naturelles, au riz, il va se défendre avec efficacité. Et ça ne sera pas la peine de donner des herbicides. Non, je crois que nous avons été trop loin dans cette direction de l'agriculture chimique. Nous voyons les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé, qui sont très préoccupants, naturellement. Des alternatives sont donc envisageables, mais encore faut-il vouloir les développer. Nous devons espérer que les grandes multinationales soient à l'écoute de cette transition qui est en train de se faire et qu'elles s'adaptent, parce qu'il n'est pas du tout absurde de penser qu'elles s'adapteront à cette nouvelle manière de voir, où la nature sera traitée non pas par des cides, ce qui veut dire je tue, insecticides, je tue les insectes, herbicides, je tue les mauvaises herbes, etc., mais où elle sera traitée par des pros, c'est-à-dire des substances qui vont aller dans le sens des potentialités spontanées de la nature. Et nous serons par rapport à la nature dans une stratégie d'épaulement mutuel et non pas de compétition farouche. Pour que vous puissiez approfondir vos connaissances sur ce dossier, par souci d'équité, nous mettons à votre disposition une large documentation sur notre site internet, y compris certains échanges de correspondance et le point de vue développé de l'industrie des pesticides. Et pour vous permettre d'en savoir plus, nous avons invité sur notre forum ce soir Yves Gonzette. Il est directeur du Centre suisse de cartographie de la faune à Neuchâtel et expert de la biodiversité. Les craintes des experts ne sont-elles pas exagérées? Que veut dire pour l'être humain une biodiversité qui souffre de l'agrochimie? Et peut-on, sans autre, continuer à consommer fruits, légumes et miel? Un mot encore, si vous avez eu affaire avec des détectives privés ou que vous êtes vous-même détective privé, nous préparons une émission à ce sujet. N'hésitez pas à nous contacter. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Comment vit-on quand on est une femme qui élève seule ses enfants? À l'heure où un couple sur 2 divorce, les enfants restent dans leur grande majorité avec leur mère et le plus souvent, rien ne se passe comme prévu. Les problèmes d'argent prennent une place considérable dans la vie de ces jeunes mamans qui doivent batailler pour refaire leur vie. Daniel, Fabienne, Zoé, Adrienne et Yasna racontent la leur entre héroïsme ordinaire et galère quotidienne.